Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le juge suprême arrêté par erreur, les larmes ne sauveront pas sa destinée. Le matin du 12 mai, Washington DC semblait s'éveiller sous une lumière paisible, presque solennelle. La ville, encore calme, baignait dans les lueurs dorées d'un soleil printanier qui filtrait à travers les feuillages naissants. Les oiseaux chantaient timidement, les trottoirs se remplissaient lentement de silhouettes pressées, et les sirènes des premiers véhicules de service résonnaient en arrière-plan, comme une musique familière. Dans ce décor tranquille, les hautes colonnes blanches du Supreme Court of the United States projetaient de longues ombres sur le marbre du parvis. La juge Eleanor Mitchell, 54 ans, sortait d'une nuit de travail intense dans son bureau du 3e étage, perché au cœur même de l'institution judiciaire la plus respectée du pays. Elle venait de passer plus de 12 heures à décortiquer un dossier brûlant concernant les droits civiques des communautés minoritaires dans l'accès à l'éducation, un cas susceptible de redéfinir plusieurs décennies de jurisprudence. Les traits tirés, mais l'esprit encore alerte, Eleanor rangea ses dossiers dans un attaché-caisse en cuir vieilli. Le silence régnait encore dans les couloirs du bâtiment, à peine troublé par le bruit feutré de ses talons sur le sol en marbre. Elle salua discrètement les 2 gardes à l'entrée, qu'elle connaissait par leur prénom, avant de franchir les lourdes portes en bois sculptées du tribunal. Sa silhouette, droite et digne, contrastait avec la fatigue discrète de son visage. Mais à peine eut-elle posé le pied sur la première marche du parvis que le calme éclata comme une vitre brisée. Un SUV noir banalisé surgit en trombe, freinant brutalement au pied des escaliers. 3 hommes en civil, visiblement tendus, jaillirent du véhicule. Leurs gestes étaient rapides, désordonnés, comme ceux d'une intervention précipitée. Ils se dirigèrent droit vers elle, sans qu'elle n'ait le temps de réagir. Eleanor Mitchell lança l'un d'eux, en sortant ses menottes. « Oui, je suis la juge Mitchell », répondit-elle, confuse. « Pourquoi cette question ? » ?»« Vous êtes en état d'arrestation, madame. » Les mots tombèrent comme une sentence absurde. Eleanor eut un instant de flottement, pensant à une caméra cachée ou à une méprise ridicule. Mais ce n'était pas un jeu. Avant même qu'elle n'ait pu protester, l'un des hommes lui saisit les poignets avec une brutalité froide. Elle sentit le métal des menottes claquer sur sa peau, trop serré, douloureux. Une foule se forma en quelques secondes. Des passants ralentissaient, stupéfaits. Une jeune journaliste de la chaîne WDC Local News, venue couvrir une conférence juridique, reconnut instantanément la juge. Mais, c'est Eleanor Mitchell, qu'est-ce qui se passe ? Balbutia-t-elle, caméra déjà braquée sur la scène. La juge tenta de garder son calme malgré le chaos grandissant. Je crois qu'il y a erreur. Je suis juge à la Cour suprême. Je vous demande de vérifier immédiatement votre mandat. Mais aucun des policiers ne répondit. L'un d'eux, les yeux rivés sur son téléphone, vérifiait un document mal imprimé, flou, où figurait un nom et une date de naissance approximative. C'était tout. Cela avait suffi. Quelques heures plus tôt, un mandat d'arrestation fédéral avait été diffusé dans le réseau interne de la police judiciaire. Le nom, Mitchell, figurait sur la liste des suspects recherchés dans une affaire de fraude financière d'envergure internationale, impliquant des transferts d'argent entre les États-Unis, le Panama et les îles Caïmans. La véritable cible était une femme nommée Elena Mitchell, une ancienne banquière reconvertie dans les affaires immobilières douteuses, recherchée depuis plusieurs mois. Mais dans le stress et la volonté de livrer des résultats concrets à la hiérarchie, la police n'avait pas pris le temps de croiser les données essentielles, lieu de résidence, âge, photo d'identité, ni même le numéro de sécurité sociale. Le logiciel de recherche automatique avait renvoyé le nom Mitchell, domicilié à Washington, et l'équipe s'était précipitée. C'était une erreur grossière, mais personne ne s'en était aperçu. Et lorsque l'un des policiers avait soulevé un doute sur le fait qu'il s'agissait peut-être de la juge suprême Mitchell, on lui avait simplement répondu. Peu importe son titre. Si son nom est sur la liste, on l'interpelle. Les caméras filmaient. Des photos circulaient déjà sur Twitter, TikTok, Facebook. La juge Mitchell, menottée, stoïque, mais visiblement blessée, devenait en temps réel un symbole d'humiliation publique. Sur son visage, on lisait à la fois l'incompréhension,
la peur contenue et une profonde colère rentraient. Elle n'était plus la femme respectée que l'on saluait debout dans les salles d'audience. Elle était devenue, pour un instant tragique, un numéro dans une procédure expéditive. La justice, qu'elle avait servie avec tant de dévouement, l'avait oubliée en une fraction de seconde. Et alors que le fourgon la conduisait vers un poste de police du district Nord, la nation tout entière allait bientôt découvrir ce que cela signifie quand le système déraille. Une fois arrivée au poste de police du district métropolitain Nord, Eleanor Mitchell fut conduite à travers un couloir sombre, au sol froid et aux murs couverts d'affiches défraîchies rappelant les droits des détenus. On lui ôta ses effets personnels sans un mot, sa montre, son téléphone, son badge officiel du suprême cour comme si elle était une criminelle ordinaire, sans la moindre considération pour son statut, son parcours, ou son humanité. Les policiers présents, bien que certains la reconnaissent du regard, évitèrent soigneusement tout contact visuel. Le poids de leur malaise était palpable, mais aucun n'osa intervenir. Le protocole, même absurde, devait être suivi. On la plaça dans une petite cellule en béton, à peine éclairée, au mur terne, avec un simple banc métallique fixé au mur. La porte se referma dans un claquement sourd, laissant derrière elle une femme brisée, figée dans un monde dont elle connaissait chaque règle, mais qu'elle découvrait désormais de l'autre côté. Elle resta là, assise, silencieuse, les mains jointes entre ses genoux. Elle n'avait plus ses lunettes, ses yeux étaient rougis, non par la fatigue, mais par l'accumulation de l'humiliation, du choc, et d'une incompréhension profonde. Comment cela avait-il pu arriver ? Elle avait consacré toute sa vie à défendre la Constitution, à faire respecter l'état de droit, à dénoncer les abus, et la voilà, traînée comme une inconnue, enfermée sans explication, sans mandat clair, sans qu'on ait daigné vérifier son identité. C'est alors que les larmes vinrent. Pas des sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses, lentes, amères, chargées de dignité blessée. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas la honte. C'était l'injustice pure, celle qu'elle avait toujours combattue pour les autres, mais qu'elle n'avait jamais imaginé devoir vivre elle-même. Elle pleurait pour ce système qu'elle avait cru juste. Elle pleurait pour sa foi trahie. Car elle savait que les caméras n'avaient rien manqué. Que l'image de son arrestation, les menottes, le regard figé, sa robe de juge encore visible tournait déjà sur tous les écrans. Elle savait que les rumeurs allaient précéder les explications. Et que même blanchie, la tache serait là, indélébile, dans l'esprit du public. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres de là, David Mitchell, son mari, terminait une réunion avec un groupe d'avocats spécialisés en droit constitutionnel lorsqu'il reçut l'appel glaçant d'un collègue. « David, ta femme. Eleanor vient d'être arrêtée. C'est partout. Il faut que tu vois ça. » Il alluma aussitôt son téléphone. Les réseaux sociaux explosaient. Les chaînes de télévision passaient en boucle les images de l'arrestation. Certaines émissions matinales évoquaient déjà une possible implication dans une affaire de fraude. D'autres se demandaient si elle avait été la cible d'un coup politique. David blêmit. Son cœur s'emballa. Mais il ne perdit pas une seconde. « C'est une erreur, dit-il avec une froideur contenue. Une erreur monumentale. » Avocat renommé, fin stratège, David Mitchell n'était pas seulement son mari, il était son plus fidèle allié, son rempart. Dès les premières minutes, il entra en mode combat. Il passa plus de 10 appels en moins d'une heure. Il contacta les plus hauts magistrats, les journalistes qu'il savait intègres, les anciens collègues devenus sénateurs, et même le procureur général des États-Unis. Puis il convoqua une conférence de presse, improvisée devant les marches du bâtiment fédéral, où il déclara d'une voix claire, les mâchoires serrées. Ce qui s'est passé ce matin est une atteinte grave à l'intégrité de notre justice. Ma femme n'a jamais enfreint la loi. Elle est victime d'une confusion inacceptable. Je ne laisserai pas son nom être sali sans réagir. La vérité sortira. Et elle frappera fort. Les médias relayèrent ces paroles. Le ton était donné, cette affaire ne serait pas enterrée. David Mitchell venait de lancer une contre-offensive médiatique et juridique, déterminé à laver l'honneur de la femme qu'il aimait, mais aussi à dénoncer les failles d'un système qu'il croyait, tous deux, servir et protéger. Dans les jours qui suivirent l'arrestation d'Eleanor Mitchell, l'indignation monta en flèche à travers le pays. Les journaux titraient avec colère.
Une juge suprême arrêtée par erreur, un scandale qui ébranle la justice américaine. Quand le système oublie ceux qui le défendent? La juge Eleanor Mitchell victime d'une machine policière mal huilée. Sous la pression médiatique et politique, le département de la justice fut contraint d'ouvrir une enquête interne accélérée, dirigée par une commission mixte composée de procureurs fédéraux, d'experts en procédure judiciaire et de représentants de la Cour suprême. En moins de 48 heures, les premiers éléments révélèrent une vérité dérangeante. L'arrestation d'Eleanor Mitchell reposait sur une succession de négligences administratives graves. La confusion initiale venait d'une homonymie, une certaine Elena Mira Mitchell, déjà connue des services de renseignement financier, faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par une cellule antifraude. Or, dans la base de données des interpellations urgentes, son nom avait été mal saisi, devenu simplement Mitchell. Pire encore, les protocoles de vérification croisés entre le système judiciaire, la police métropolitaine et les services fédéraux n'avaient pas fonctionné, aucune validation d'identité n'avait été exigée avant l'exécution du mandat. Le rapport, rendu public, était accablant. Il révélait des défauts de coordination chronique, des agents sous pression, et une culture de l'urgence qui favorisait l'action précipitée au détriment de la rigueur juridique. Face au tollé, le chef de la police métropolitaine de Washington D.C., le commissaire Alan Grave, fit une déclaration publique solennelle. Filmé en direct depuis le perron du commissariat central, il lut un discours visiblement rédigé dans la hâte, le regard fuyant, la voix tendue. Au nom de toute la force policière, je présente mes excuses les plus sincères à la juge Eleanor Mitchell. Cette arrestation était le fruit d'une erreur administrative regrettable. Nous reconnaissons notre responsabilité et nous engageons à réformer nos procédures de traitement des mandats d'arrêt urgent. Mais il était déjà trop tard. Malgré ses excuses officielles, Eleanor Mitchell savait que quelque chose d'irréversible s'était produit. Sa dignité personnelle n'avait pas seulement été blessée, la perception publique de sa personne, de son intégrité, avait été fissurée. Sur les réseaux sociaux, les commentaires étaient partagés. Une majorité la soutenait avec force, mais une frange de la population, cynique ou mal informée, continuait à insinuer. On n'arrête pas une juge sans raison. Et si elle avait vraiment quelque chose à cacher? Les vidéos de son arrestation, tournées sous plusieurs angles, continuaient à circuler. Certaines étaient détournées, transformées en mèmes, preuve amère que dans l'ère numérique, l'image précède toujours la vérité. Mais Eleanor refusa de se laisser broyer par le scandale. Le choc avait été immense, mais il n'avait pas entamé sa foi en la justice. Bien au contraire. Quelques semaines après son arrestation, la Cour suprême tenait sa session de rentrée. Eleanor Mitchell, droite et vêtue de sa toge noire, fit son retour sur le banc. La salle était comble, les caméras braquées sur elle. Certains juges, émus, se levèrent discrètement à son entrée. Avant l'ouverture officielle des travaux, elle prit la parole. Son discours, simple mais puissant, fut retransmis en direct sur les principales chaînes du pays. Ce que j'ai vécu ces dernières semaines m'a profondément marqué. Non pas en tant que magistrate, mais en tant que citoyenne. Cette erreur qui m'a frappée est le reflet des imperfections systémiques que nous avons trop longtemps ignorées. La justice ne peut pas être aveugle à ses propres failles. Elle ne doit pas seulement protéger, elle doit aussi se corriger elle-même. Si une juge suprême peut être arrêtée sans qu'on vérifie son identité, alors qu'en est-il des milliers de citoyens invisibles qui n'ont ni nom, ni voix, ni caméra pour témoigner de leur innocence? Ce discours fit l'effet d'un électrochoc. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, cette fois dans un élan d'unité. Le hashtag Justice pour tout devint viral. Les universités de droit l'invitèrent à parler. Des organisations militantes lui tendirent la main. Les médias titrèrent. Eleanor Mitchell, de victime à voix de la réforme. Chapitre 8, le combat recommence. Eleanor lança alors une campagne nationale pour réformer la coordination entre les forces de l'ordre et la justice. Baptisé « Protocole 88 » en référence à l'année de sa première nomination comme juge fédéral, cette initiative proposait la vérification biométrique obligatoire avant toute arrestation sur mandat. La création d'une cellule indépendante de contrôle judiciaire. Des formations obligatoires pour les agents sur les risques liés aux erreurs d'identité et aux biais inconscients. Elle s'adressa au Congrès.
Elle fit des discours à Harvard, à Columbia, à Morehouse. Elle transforma sa douleur en moteur politique. Les larmes qu'Eleanor Mitchell avait versées dans sa cellule ce matin-là n'étaient pas des signes de faiblesse, mais les premières gouttes d'une inondation qui allait nettoyer les fondations rouillées du système. Ce qui aurait pu l'éteindre, la briser, l'humilier à jamais, devint le point de départ d'un combat plus vaste, plus noble, plus universel. Elle ne lutta plus seulement pour les droits civiques, mais pour la dignité de chaque individu face à la machine judiciaire. Et désormais, chaque fois que l'on évoquait le nom d'Eleanor Mitchell, ce n'était plus l'image d'une femme menottée que l'on voyait, mais celle d'une juge debout, indomptable, devant son pays.